Bienvenue sur le journal de la cause animale pour notre JT du mois d'octobre. On vous propose une nouvelle formule avec toujours l'actualité qui s'est passée dans le mois précédent. Et ce mois-ci, on a un débat. Débat stratégie welfariste contre la stratégie abolitionniste. On va voir qui est pour, qui est contre. Est-ce qu'elles sont compatibles, est-ce qu'elles ne sont pas compatibles? Si vous ne connaissez pas bien ces termes, on va vous expliquer. Et surtout, quelle est la stratégie qui a le plus d'impact pour les concernés? Nouvelle formule qui dit nouvelle équipe. On a des invités, pas vraiment invités, qui sont plutôt des intervenants chroniqueurs. Donc on aura Amandine, Guillaume et Thomas Lepelletier qui remplacent Chloé qui n'a pas pu venir. Donc on va commencer tout de suite, je vous les présenterai quand même un tout petit peu, avec les actus du mois. Pour notre première actu, je vais me tourner vers toi Amandine. Tu es cofondatrice de Paz. Donc c'est devenu maintenant une association nationale qui a pour but de visibiliser que les animaux ne sont pas des jouets et de créer du lien afin de mettre une cohabitation avec les animaux dits liminaires. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu as comme actu pour ce mois-ci ? Alors bien sûr, l'actualité, c'est la proposition de loi qui a été examinée au Sénat. Donc malheureusement, le Sénat a persisté dans sa volonté de détricoter la proposition de loi et notamment l'article 12 sur les animaux sauvages dans les spectacles. Donc le Sénat a carrément flingué cet article de loi puisque l'interdiction est partielle. Donc ça veut dire qu'il n'y aura que certaines espèces d'animaux sauvages qui seront interdits. Tout ça avec le consentement du gouvernement. La ministre Bérangère Abba a validé cela. Et donc, c'est pas fini. Rien n'est joué puisqu'il manque encore la commission mixte paritaire. Et puis on espère aussi que le gouvernement va tenir ses promesses de prendre des arrêtés ministériels. Bon, super. Notre deuxième actualité, et je ne vais pas me tourner vers toi Guillaume, je vais me tourner vers Thomas Lepelletier. Thomas, tu es avec nous. Oui. Merci d'être là. Tu remplaces Chloé K qui n'a pas pu être là malheureusement, la porte-parole de 269. Et on te remercie. C'est un honneur quand même d'avoir un essayiste qui a fait de nombreux ouvrages sur la cause animale, notamment Vegan vont-ils prendre le pouvoir? Et puis je sais que tu as aussi écrit un livre avec mon ami David Chauvet sur la viande de culture. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ok, super. Il y a pour titre donc plaidoyer pour une viande sans animal. Super. Est-ce que tu peux nous donner ton actu? Alors, mon actu, c'est une actualité éditoriale et c'est une mauvaise nouvelle. C'est Paul Ariès qui publie un nouveau livre contre les animaux. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous rappelle qu'il a publié il y a 2 ans un livre qui s'intitulait « Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser ». Et là, il nous écrit un roman pour dénigrer complètement le mouvement vegan. Et alors, le titre du livre, c'est « Le meilleur des mondes vegan ». Et il est toujours dans son entreprise donc de dénigrement de ce mouvement. Et il veut donner une image vraiment très triste de ce mouvement en laissant penser que les véganes sont des gens qui ne savent pas avoir du plaisir dans la vie, qui rendent les choses glauques, qui sont sans cœur, qui n'ont pas de plaisir, etc. Donc, je pense que la meilleure façon de le contrecarrer, c'est de montrer que les véganes sont des gens qui savent s'amuser, qui savent jouir de la vie. En gros, il nous a jamais rencontrés, quoi. Tout à fait. C'est ça. Bon, alors, notre troisième actu, je me tourne vers toi, Guillaume. Tu es fondateur de Vegan Analytics. C'est ça. Toi, tu as une page Twitter et une page Facebook, surtout, où en fait, tu vulgarises des données statistiques autour de l'écologie et de la santé pour une alimentation végétale. Exactement. Super. Alors, c'est quoi ton actu ? Alors, mon actu, elle n'est pas toute nouvelle parce qu'elle date d'il y a 2 ans, mais 2 ans en science, c'est pas si long que ça. Ouais. Mais, à l'été 2019, la société de conseil Carbone 4, cofondée par Giancovici, publie un rapport Faire sa part, dans lequel il montre qu'en utilisant la base de données de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, adopter un régime végétarien est l'action la plus efficace de toutes, bien devant toutes les autres actions pour réduire son impact carbone. Donc c'est par exemple 7 fois plus efficace que manger 100% local en circuit court et près de 12 fois plus efficace que de vivre zéro déchet. On peut estimer que manger végétalien serait encore plus bénéfique parce que les produits laitiers ont un haut impact carbone, mais ce scénario n'a pas été étudié. Donc voilà, c'était une information que je voulais partager parce que manger végétarien, c'est l'action personnelle la plus efficace pour le climat et elle est souvent sous-évaluée par de nombreuses personnes. Par les écologistes. Et j'utilise souvent cette donnée que tu m'avais transmise. Manger végétarien est plus impactant que manger local, que manger zéro déchet. Sans avion, zéro déchet, prendre le vélo pour les trajets courts et les covoiturages pour les trajets longs réunis. C'est incroyable de ne pas l'entendre plus souvent. C'est fou. Alors, on continue avec les chroniqueurs et chroniqueuses qui ont l'habitude. Donc, on commence avec toi, Marie-James. Tu as une enquête de L214. Oui, c'est ça. Donc, le 16 septembre, il y a L214 qui a sorti une nouvelle enquête
sur un élevage à Ploërme, dans le Morbihan. Donc c'est sur 7000 poules et coqs reproducteurs. Donc on retrouve les mêmes conditions misérables de l'élevage intensif, avec quelque chose en plus. Les coqs reproducteurs, en fait, il faut savoir qu'ils sont affamés. Alors pourquoi ils sont affamés ? Parce que donc ils sont génétiquement modifiés pour produire des poulets de chair. Donc les poulets de chair qui sont à croissance rapide, donc c'est 40 jours à peu près, je crois. Or les coqs reproducteurs doivent vivre au moins 1 an. Donc pour être rentables et pour qu'ils puissent tenir sur leurs pattes, etc., à cause de la croissance rapide. Donc en fait, ils sont volontairement affamés. Ah, c'est atroce, complètement atroce. Voilà. Et en plus, cet élevage a obtenu une autorisation pour s'étendre. Donc en 2022, c'est prévu une extension pour passer à 30 000 poules et coqs reproducteurs. Donc voilà, donc L214 porte plainte pour mauvais traitement pour les animaux et aussi contre l'extension de cet élevage. Donc il y a une pétition contre les élevages extensifs sur le site de L214 que tout le monde peut signer. Et en plus, moi j'ai vu qu'il y a une toute dernière actu là. Sébastien Arsac, il est en danger. Oui, voilà, c'est ça. Donc il a été convoqué au tribunal. Donc il y a une audience qui est prévue en avril 2022 pour 2 affaires. Alors en fait, donc c'est le cofondateur, il est aussi directeur des enquêtes. Ouais. Donc il risque 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour la première affaire, c'est-à-dire pour violation de domicile et atteinte à la vie privée. Donc ça, c'était pour avoir diffusé des images lors d'une enquête de 2019 dans un élevage laitier en Bretagne. Et la deuxième affaire, il risque 225 000 € d'amende pour un autre élevage aussi en Bretagne. Et là, c'est pour avoir diffusé des images de sites d'élevage sans autorisation du propriétaire. Donc, bien sûr, on aura... Enfin, les lanceurs d'alerte n'ont jamais les autorisations des propriétaires. Donc, voilà. En tout cas, bravo à tout le travail de L214 qui a fait changer de nombreuses personnes et qui veut faire abolir l'élevage, notamment en passant par l'élevage intensif. Ça rentrera un petit peu dans notre débat. Et pour abolir l'élevage, est-ce qu'il ne faudrait pas taxer la viande ? Mathilde, qu'est-ce que t'en penses ? Alors en effet, les députés européens lancent le débat sur une TVA renforcée pour la viande et supprimée pour les fruits et légumes. Un amendement permettant d'ajuster la taxation des aliments selon leur impact environnemental et sanitaire est en discussion au Parlement européen. Il prévoit de donner plus de flexibilité aux États membres pour différencier les taux de TVA sur les produits alimentaires en fonction de leur impact sur la santé et l'environnement. Concrètement, cela permettrait d'appliquer une TVA à 0% sur les fruits et légumes et une TVA maximale sur des aliments à l'impact carbone plus important comme la viande et les produits laitiers ou moins favorables pour la santé comme les boissons sucrées. Si les États membres disposent déjà d'une marge de manœuvre pour décider des taux de TVA qui s'appliquent sur leur territoire, l'Union européenne fixe des seuils et à l'heure actuelle, une TVA à 0% n'est pas encore permise. Cet amendement entrouvre donc la porte à d'importantes modulations tarifaires susceptibles de modifier nos comportements alimentaires. Il a été largement adopté en commission avec 108 voix pour, 17 contre et 3 abstentions avant un vote en séance plénière du Parlement européen courant octobre. Super, et puis on rappelle le livre de notre ami David Chauvet. Thomas, toi tu as coécrit un livre avec David, hein ? Oui, tout à fait, mais le livre sur la taxation de la viande, David l'avait écrit tout seul. Il l'avait écrit tout seul, ok. Et alors, je sais que Marie-James, toi, t'étais pas trop pour la taxation de la viande. Oh, comment tu déformes ? J'avais entendu dire. Non, c'est pas ça. C'est que j'imagine que, en fait, de la même manière qu'on a interdit à un moment l'alcool ou qu'on taxe le tabac, j'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont organiser un système parallèle et que, alors déjà que ce qui se passe dans les abattoirs, on le voit pas, c'est pas montré, c'est pas contrôlé, etc. Imagine si on fait ça, s'il y a un marché parallèle qui se développe, ça va être encore pire. Et voilà, je sais pas qui va s'imaginer chasseur. Donc toi, tu penses que la prohibition va amener de la contrebande de viande ? Je pense que c'est peut-être pas forcément la meilleure solution et je pense qu'il faut mieux, pour moi, il faut mieux attaquer le problème à la source avec... Déconstruire le spécisme. Oui, voilà, avec les élevages, indiquer aux gens qu'ils peuvent faire autrement, etc. Une bonne solution. Bon, chacun, on en débattra peut-être aussi tout à l'heure. Donc toi, Coco, Corentin, t'avais une news sur les loups. Parce que elle pense que à cause de la contrebande, les gens iront dans les champs tuer les animaux pour se nourrir de viande tellement ça coûte cher et ils se mettront à tous chasser. Mais toi, tu vas leur interdire de chasser ? Ouais, mais ça se trouve, par rapport à ce que dit MJ, effectivement, ça se trouve, s'il y a une grosse taxation au niveau de la viande, on aura peut-être beaucoup plus de braconnage et de vente de gibier en libre circulation, ou en tout cas, faudra checker ça. Donc oui, effectivement, une super nouvelle. Donc depuis le 23 septembre, donc le loup n'est plus chassable dans toute l'Espagne. Il faudra suivre de façon très intéressée l'évolution de cette décision, car toutes les régions qui sont concernées par la population de loups promettent de déposer un recours.
en justice par rapport à cette décision. On peut faire un parallèle avec la France, où ce sujet-là du loup cristallise énormément de tensions, et notamment donc dès le lendemain de cette prise de décision en Espagne, une louve a été retrouvée pendue. Donc devant la mairie d'une commune, exactement devant la mairie d'une commune dans les Hautes-Alpes. Et donc on espère vraiment sincèrement que notre ministre Pompili sera vraiment très dur et très ferme avec cet acte de braconnage d'une espèce qui est censée être protégée sur notre territoire. Et là, toi qui es notre spécialiste chasse, c'est quand l'ouverture de la chasse ? La chasse a repris depuis le 12 septembre, donc depuis le 12 septembre, les fous repatrouillent dans nos forêts et dans nos campagnes. Et c'est parti pour 6 mois, du 7 jours sur 7. Voilà, donc à tous les ruraux, faites attention à vous et surtout mobilisez-vous. Super, bon, tu fais une petite passe pour moi, ma petite actu, c'est la chasse traditionnelle. Vous savez, le Conseil d'État, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui annule une chasse qui était autorisée, une chasse traditionnelle. Et en fait, le ministère de la Transition écologique essaye de proposer des arrêtés depuis le mois de septembre pour réintroduire ces chasses. Et en fait, ça fait un petit peu de bruit. Parce que nous, notamment avec Amandine, on est allé devant le ministère. À la suite de ça, tu es passé même sur BFM. Et il y a eu ça a permis peut-être un engouement, c'est peut-être pas notre action, parce qu'il y avait aussi les chasseurs qui faisaient des actions de mobilisation avec des manifestations. Mais la question de la chasse, là, ces derniers temps, ça a eu un vrai gros boom. Et bien même, je suis passé à Balance ton poste à ces sujets. Les chasseurs, j'espère qu'ils viendront pas me chasser. Et surtout, qui me mettront pas en prison parce qu'ils veulent mettre Vegan Impact en prison. Oui, voilà. Alors ça, ce ne sont pas les chasseurs, c'est l'élevage. C'est un élevage de poules pondeuses plein air avec des guillemets plus précisément. Donc Vegan Impact a été attaqué par cet élevage plein air et ça date déjà depuis, ça dure depuis avril-mai. Le procès avait été reporté une première fois au mois de septembre et depuis, il a à nouveau été reporté au 11 octobre suite à une erreur de procédure de l'avocat de la partie adverse, donc de la partie de l'élevage. Donc on espère vraiment très fort que cet avocat fera le même type d'erreur sur le procès et en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est partager les images de Vegan Impact parce que possiblement, il pourrait être condamné à retirer les images. Donc là, avant le 11 octobre, c'est vraiment le moment de continuer à partager les images de cet élevage pour informer les gens. Super. Bon, merci. On va passer maintenant au gros débat. C'est ce qu'on attendait. Le débat stratégie welfariste, stratégie abolitionniste, c'est maintenant. Donc maintenant, le débat du mois. Stratégie abolitionniste, stratégie welfariste. Pour ceux qui ne savent pas, donc ce qu'on appelle stratégie abolitionniste, c'est d'avoir un discours, une volonté d'abolition directement de l'élevage et de l'exploitation animale. Et la stratégie, on va dire welfariste, c'est quand même des abolitionnistes, mais qui, par pragmatisme, ont l'impression qu'ils ne pourront pas arriver directement à l'abolition et donc passent par soit des étapes. Donc on peut appeler aussi une stratégie étapiste en, par exemple, réduction de certaines pratiques ou réduction de certaines manières de faire avec les animaux. Et ou sinon, il y a aussi les réductionnistes, c'est-à-dire ceux qui vont essayer de faire qu'il y ait de moins en moins d'individus, peut-être en augmentant les lois. On va en discuter un peu plus, c'est peut-être pas encore assez clair, mais voilà. Alors, est-ce que vous avez des points de vue, les uns et les autres, qui voudraient commencer pour un peu... Simplement, si je peux me permettre, pour commencer, juste sur ce que tu disais sur le welfarisme, il faut bien, je pense, préciser qu'au niveau du welfarisme, il y en a qui sont vraiment purement welfaristes, c'est-à-dire qu'ils veulent simplement améliorer les conditions d'élevage des animaux, mais continuer à les tuer pour les manger. Mais voilà, ce qu'on s'est dit, c'est que pour aujourd'hui, c'était vraiment... Enfin, on est tous autour de la table pour l'abolition. Mais après, voilà, c'est au niveau des stratégies, c'est là qu'on peut discuter. Est-ce qu'il faut en passer par des étapes welfaristes ou est-ce qu'il faut vraiment prôner l'abolition là, maintenant, tout de suite ? C'est ça. Alors, qui veut bien se lancer là ? Qui a un petit argument abolitionniste ou welfariste ? Je ne sais pas. Thomas, tiens, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire sur ça ? Alors, moi j'ai une position qui consiste à dire que l'opposition est souvent pas claire ou elle n'est pas judicieuse. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas à opposer les deux mouvements. J'aurais tendance à dire que les deux mouvements ont besoin de fonctionner de pair, de marcher de pair. L'idée qu'on puisse avoir un mouvement welfariste qui obtienne des résultats sans l'existence en parallèle d'un mouvement abolitionniste, j'y crois pas trop. Et un mouvement qui ne serait que abolitionniste et qui n'est pas en parallèle un mouvement welfariste,
j'y crois pas trop. Donc moi, je serais beaucoup plus pour une alliance des deux dynamiques au sein de la société. D'accord, donc pour toi, il faut qu'il y ait le good cop et le bad cop, celui qui va être un peu dur et qui va donner, entre guillemets, une lignée ou un horizon, et celui qui va être plus pragmatique, le good cop, qui va peut-être réussir à avoir des informations, le gentil policier, quoi. Je dirais pas pragmatique, parce que là, déjà, je pense que l'utilisation du mot pragmatique nous induit en erreur. Ça veut dire que si le welfariste est pragmatique, ça veut dire que l'abolitionniste ne serait pas pragmatique. Or, je pense que non, le pragmatisme, c'est justement la combinaison des deux. Donc, c'est pas le welfariste qui est plus pragmatique, c'est les deux qu'il faut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener une action, si toutes les actions qui sont menées actuellement et qui s'appellent welfaristes dans la société, elles ont un impact dans la société parce qu'il y a bien cet horizon de l'abolition. Il y a bien cette idée que l'élevage, c'est mauvais. Et les gens, la société n'est pas encore prête, bien sûr, à abolir l'élevage. Mais c'est bien parce qu'elle entend ce discours sur l'abolition qu'elle est réceptive à un discours plus welfariste. Alors que s'il n'y avait pas ce discours qui portait l'horizon de l'abolition, je suis pas sûr que la société prêterait attention à ce discours welfariste. Donc le mot pragmatiste, je dirais, il n'est pas dans une des méthodologies. Le welfarisme, c'est justement la combinaison des deux. Ça, tu vas nous en reparler. Le pragmatisme, c'est la combinaison des deux. Ça, tu veux nous en reparler parce que je sais que toi, tu défends un abolitionnisme pragmatique. Et aussi, on en avait parlé ensemble, je crois. C'est vrai que si on fait un peu des études empiriques, on va se dire la stratégie welfariste a plus d'impact parce qu'elle a plus de résultats. Mais en même temps, c'est beaucoup plus facile parce que faire des petits pas, c'est beaucoup plus facile que faire des grands pas. Et en même temps, est-ce que c'est parce qu'on a une victoire ici, mais est-ce que c'est pas parce qu'on a entendu des discours radicaux de l'autre qui ont même peut-être eu plus de conséquences sur le petit pas réalisé? Ça, on peut pas le savoir, en fait. Tout à fait. C'est un biais dans les études empiriques. Les études empiriques, elles sont jamais hors contexte. Or, on est dans une société où il y a à la fois des discours welfaristes et où il y a des discours abolitionnistes. Finalement, il est très difficile de savoir quelle est la méthodologie qui fonctionne le mieux. Mais quand, pour moi, on réfléchit avec un peu de recul, je dirais que on a du mal à imaginer qu'une approche welfariste puisse avoir un impact s'il n'y avait pas à côté, c'est-à-dire au moins ne serait-ce qu'un discours abolitionniste. Yes. Ça reprend une phrase que je dis souvent, Martin Luther King n'aurait jamais gagné sans Malcolm X, donc peut-être il y a besoin d'une compatibilité des deux. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on discute peut-être plus. Bon, ça aussi, on va en débattre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Amandine, de tout ça ? Alors, pour moi, déjà, la question centrale, c'est les définitions, parce que je pense que sans les définitions, on a du mal à débattre de ça. Mais bon, souvent, welfarisme et abolitionnisme, c'est vraiment utilisé sur la question de la viande et de l'alimentation. Moi, je suis assez d'accord avec Thomas Lepelletier qui dit qu'il faut vraiment une complémentarité des deux. Je pense que c'est fondamental. Je voudrais aussi dire que cette complémentarité des deux peut être au sein d'une même association. Si on prend, par exemple, l'exemple de L214, on a d'un côté un discours abolitionniste qu'on ne peut pas nier avec la marche pour la fermeture des abattoirs, avec Vegan Pratique, etc. Mais de l'autre côté, par exemple, je prends un exemple, le pôle politique ne va pas dire aux députés fermez les abattoirs. Donc je pense que je partage vraiment l'avis qu'il faut avoir ce discours en horizon et que c'est un discours qu'on doit dire. Mais pour moi, le point central, c'est déjà à qui on s'adresse. Parce que si on s'adresse à l'opinion publique, je pense que ça peut être bien d'avoir un discours abolitionniste en but à long terme. Mais je pense que si on s'adresse à des élus, ce n'est pas du tout audible d'avoir un discours abolitionniste. Et ensuite, juste pour l'adapter sur les autres campagnes que la question de la viande, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire welfariste abolitionniste. Si par exemple on demande l'interdiction d'une pratique, est-ce que c'est être welfariste, est-ce que c'est être abolitionniste ? Donc voilà, donc c'est un sujet. Enfin, en tout cas, si on dit que welfariste, c'est procéder par étapes. Donc par exemple interdire telle pratique. En tous les cas, moi je pense que c'est fondamental pour motiver le mouvement, pour avoir des avancées, parce qu'on ne peut pas continuer à se battre si on n'a aucune avancée. Je pense que c'est déprimant et qu'en fait le spécisme est un espèce de mur énorme et qu'on pourra... Il faut le déconstruire. Il faut commencer par le fissurer. Donc c'est-à-dire en mettant un terme à des pratiques qui sont cruelles et surtout qui sont jugées cruelles par la majorité de la population française. Voilà. Mais c'est vrai, moi je pense que c'est très important de revenir, comme tu dis, sur les mots, parce que welfariste à la base c'est donner du bien-être. Oui, mais alors welfariste, c'est améliorer les conditions de vie.
Mais à la base, c'est vraiment des associations qui veulent continuer à manger de la viande. C'est ça. Donc, donc pour moi, par exemple, on peut dire L114 des welfaristes, pour moi, c'est pas juste. Ouais, moi non plus. Voilà. Et puis, mais alors, c'est vrai que si on veut interdire, par exemple, toi, tu veux interdire la pêche au vif, c'est pas welfariste parce que c'est une abolition d'une pratique. Mais il y en a qui vont dire que c'est welfariste parce que c'est pas l'interdiction de la pêche. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que ceux qui veulent abolir l'élevage, c'est des welfaristes. Ils veulent pas abolir la pêche. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans ce cas-là, si t'abolis pas tout d'un coup, t'es welfariste. Non, mais pour moi, abolitionniste, ça veut dire partager le projet de société qu'on va mettre un terme à l'exploitation animale. Et après, comment on le fait? Je dirais que les stratégies sont multiples et complémentaires. Si je peux intervenir là-dessus, je pense que Gary Francione, qui est professeur de droit à l'université, a vraiment marketé le terme abolitionniste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent abolitionnistes qui vont faire référence à Gary Francione. Et selon lui, en fait, l'interdiction de la pêche au vif, par exemple, ça représente du welfarisme dans le sens où c'est vraiment, pour lui, c'est tout ou rien. Et ce qu'il appelle les single issue campaigns, donc les campagnes contre une pratique spécifique, par exemple contre les poules en cage, contre le foie gras ou quoi que ce soit, il dit qu'en fait ça promeut l'exploitation animale par le biais que quand on dit que le foie gras c'est pas bien, on sous-entend dans le fond que les autres trucs c'est pas aussi pire, sinon on demanderait aussi d'arrêter le poulet, les œufs, etc. Ok. Mais je me permets de rebondir sur ce que disait Guillaume, parce que moi, une vraie question là-dessus, c'est est-ce que le fait d'adopter des stratégies welfaristes, ça ne déculpabilise pas les gens, justement, dans le fait de manger de la viande, de consommer du poisson, etc. Parce qu'on le voit bien, j'ai comme exemple un ancien collègue à moi, quand il y a eu de mise en place un score sur les produits, sur la viande, en gros, c'était un score A, B, C, D pour dire comment l'animal avait été élevé. Et donc, le A, c'était censé être le top du top. Concrètement, ce collègue qui était sensible à la cause animale, entre guillemets, était super content parce qu'il se disait, mais c'est génial, on peut enfin savoir que la viande qu'on mange est issue d'animaux qui ont été bien traités, etc. Donc, il y a une vraie... de ce côté-là, il y a une déculpabilisation. Donc, le fait d'améliorer les conditions d'élevage ou les conditions de pêche, etc., est-ce que ça ne va pas Yes, mais là, c'est vraiment du pur welfarisme. Là, nous, on est quand même sur des welfaristes abolitionnistes. Donc mais du coup, le fait d'améliorer ces conditions via le fait d'agrandir les cages, via le fait d'abolir les pires pratiques de l'élevage, est-ce que ça ne va pas provoquer ça aussi? Alors, je vais me faire l'avocat du diable dans ce cas-là. C'est qu'en même temps, en augmentant les normes, ça fait que déjà, il y a moins d'individus qui vont être tués parce que c'est plus contraignant, ça coûte plus cher, la viande augmente, le prix de la viande augmente, et même dans la représentation sociale des gens, on est en train de se dire, mais on est obligé de leur mettre de plus en plus de droits, il faut pas les tuer comme ça, machin, nana. Et petit à petit, les gens ils se disent, mais pourquoi on met autant de droits sur les animaux alors c'est pas nécessaire de les tuer? Et donc, ça peut déjà faire évoluer les consciences sur la représentation sociale qu'on a des humains, et aussi, c'est peut-être la première entrée pour que la personne, après, commence à réfléchir, à changer. En fait, ce qui est important, je pense, c'est que les labels de bien-être animal, ils soient faits par les associations animalistes et pas par les entreprises, déjà. Parce que le label bien-être dont tu parlais, Astrid, je crois qu'il avait été fait par Casino au Carrefour, et le A, c'était bien-être supérieur, et le E, c'était standard. Alors, supérieur, ça veut dire 11 poules par mètre carré, et standard, c'est 22. Mais il a été fait avec des associations de protection animale, avec la LFDA. Je ne dis pas que c'est une association abolitionniste. Ouais. Mais on imagine, si ça n'avait même pas été fait avec ces associations, ça, comme le label bleu-blanc-cœur, qui n'a aucune valeur. Donc c'est important que ces labels soient récupérés par les assos et faits par les assos. Mais ça ne résout pas le problème, comme tu disais, de ce que Romain Spinoza appelle la licence morale, que quand les gens achètent un truc avec un bon label, où ils pensent que c'est quand ils achètent un truc issu d'élevage extensif, welfariste, etc., en fait, ça leur achète une licence morale, ils ont un crédit moral qu'ils peuvent dépenser pour ensuite acheter des produits d'élevage intensif ou s'en ficher d'acheter des trucs. Et puis je pense que ça donne une bonne image, tout simplement, un petit peu comme ce qu'on a vu là avec la PPL, la proposition de loi maltraitance animaux. Je pense que ça donne une bonne image au gouvernement d'avoir fait cette proposition de loi, mais derrière, on voit bien qu'il ne se passe pas forcément grand-chose, que ce soit au niveau de l'élevage ou au niveau des animaux sauvages dans les cirques, etc. Moi, personnellement, tout ce que je peux avoir, je le prends. Une guerre, un combat de boxe, tu le gagnes avec déjà des petits coups, tu prends un petit coup à gauche, t'en donnes un petit coup et t'as pas un KO en 5 minutes, quoi. Tu vois, t'arrives pas et tu mets le KO tout de suite. Donc, parce qu'en même temps, procéder par étapes, ça montre qu'on a on se met des objectifs qui sont atteignables, on essaye,
et qui sont plus facilement mesurables aussi. Et même si ce sont des petites avancées, on considère quand même, vu la lutte, vu le déploiement d'énergie qui est en face, que c'est quand même pour nous des grandes avancées. Et ça ouvre le pas à d'autres avancées et ça encourage à continuer, etc. Parce que les gens, comme tu disais, Astrid, ces gens-là, en fait, même si tu leur présentes du jour au lendemain, tu leur fais une révolution ou je sais pas quoi, c'est pas eux qui vont changer clairement d'avis. Ah oui, c'est horrible, ça se fait pas. Enfin, ces gens-là, c'est pas des causes perdues, mais enfin. Et puis j'avais entendu un argument qui disait, plus on va être dur et si on est trop dur, en fait, on crée des contre-ennemis. C'est-à-dire qu'après, les gens en face... Voilà, de la réactance. Après, on crée des anti-véganes, des gens qui ils voudront jamais abolir. Et il y a même un autre argument qu'on m'avait donné, c'est que si on peut agir que dans un seul pays. Aussi. Voilà. Donc, si on arrive à, par exemple, abolir, je sais pas, la chasse en France, tous les Français vont vouloir, qui veulent faire de la chasse, on va aller, je sais pas, en Suisse ou en Allemagne ou j'en sais rien. Et donc après, ces pays comme la Suisse et l'Allemagne, eux vont jamais vouloir arrêter parce que c'est un gros business pour eux, c'est une identité, ça devient même un tourisme de la chasse. Et donc si tu n'arrives pas à faire grandir tous les pays en même temps, tu as des pays qui vont ne jamais, comme nous avec le foie gras. Et donc dans cette vision abolitionniste trop dure qui n'est pas dans un contexte mondial, voilà. Est-ce que... Ouais, mais à côté de ça, les pays qui sont frontaliers avec le nôtre, qui ont bien avancé et bien évolué en termes de traitance animale et de bien-être animal, ne sont pas non plus forcément des moteurs pour les autres pays à côté. Un peu plus, parce que tu vois, les pays, ils essayent de faire des harmonisations de législation. Par rapport à la Commission européenne aussi. Voilà, des trucs comme ça. Tu vois, parce que sinon, après, il y a une balance commerciale sur, par exemple, si toi, tu as des grosses normes pour tes élevages et là-bas, il n'y en a pas. Tu dis, tu mets pression, quoi, non ? Moi, je sais pas. Non, mais ça dépend des sujets. Enfin, il y a l'exception culturelle, quoi. Sur la culture, donc tout ça. Donc, sur plein de sujets comme le divertissement, le loisir, etc., l'Union européenne, c'est pas une compétence de l'Union européenne, donc c'est national. Ouais. Mathilde, un petit mot ? Non, moi je suis d'accord avec Thomas, effectivement, je pense que les deux sont complémentaires, welfariste et abolitionnisme. Tu peux me permettre de compléter par ce que je disais tout à l'heure, là, parce que par rapport à l'objection de Francione. L'objection de Francione est intéressante. C'est vrai que ça nous donne de mettre des mesures ou des améliorations des conditions de vie des animaux. Ça offre une licence morale à des acheteurs. Alors, c'est vrai que ça, c'est un argument qui est intéressant. Mais c'est justement, je dirais, pour ça qu'il faut que le discours abolitionniste soit toujours là, présent. Quelque part, qu'on ne laisse pas de repos aux personnes qui voudraient avoir une licence morale. Alors, à courte échéance, effectivement, peut-être que ils vont aller manger leur poulet avec une meilleure norme et ça va les déculpabiliser. Mais si le discours abolitionniste est toujours présent et il revient régulièrement à la charge, quelque part, on va aussi encore continuer à bousculer cette personne. Et la licence morale qu'elle s'accordera, ça ne durera pas longtemps. Donc ça, c'est pour renforcer cette idée qu'il faut vraiment fonctionner en parallèle. Ah oui, mais moi, je pense que c'est indispensable. Oui. Après, juste pour rebondir là-dessus, moi je pense que aujourd'hui il manquerait en France des associations qui sont vraiment 100% abolitionnistes, mais qui font un vrai travail sur la bataille des idées et sur l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, les associations qui sont vraiment abolitionnistes, je trouve qu'elles sont plutôt dans une démarche, par exemple, d'action directe, etc. Alors que la bataille, elle est vraiment sur les idées, quand même. De 6-9 Life, Chloé qui devait être là, eux, ils font vraiment des campagnes sur le spécisme, sur des notions... voilà. Après, c'est difficile pour eux de se faire peut-être entendre... Toi, Thomas, je crois que tu as même t'as une autre vision. Oui, alors moi, je poursuivrai l'idée d'Amandine, parce que l'idée d'Amandine, elle est excellente. Moi, c'est ce que aussi j'ai voulu faire. J'ai commencé là à réfléchir à une instance, à une structure qui réfléchirait de façon concrète à ce que pourrait être l'abolition. Et c'est un peu ce qui manque aux associations. Les associations abolitionnistes qui s'affichent uniquement abolitionnistes, elles jettent en avant des idées qui sont éthiques et qui sont importantes, mais elles ne mettent pas en avant des idées, je dirais, concrètes, économiques, sociales, sur la façon dont la société pourrait devenir abolitionniste. Et moi, je pense que ce qui manque actuellement en France, c'est une instance qui puisse apporter des éléments de réflexion. Une expertise. Amandine disait tout à l'heure qu'on ne peut pas parler d'abolition aux politiques. C'est vrai, actuellement, on n'est pas en mesure de parler d'abolition. Mais si on pouvait développer un programme économique qui montre que l'abolition n'est pas quelque chose d'absurde, je pense que le monde économique, le monde politique pourrait un peu nous regarder différemment. Voilà, je pense que c'est ce qui manque dans la société française. L'abolitionnisme pragmatique.
Moi, j'avais une question Oui, justement là. par rapport à ça. En gros, une des questions que j'avais, c'était que justement les stratégies welfaristes ont fait leurs preuves. Il y a déjà eu des victoires par rapport à ces stratégies welfaristes de la part d'associations comme L214 ou l'Association végétarienne de France. Et la question que j'avais à la base, c'était savoir est-ce que le mouvement purement abolitionniste avait eu des victoires également, ou si c'est pas le cas, est-ce que justement un abolitionnisme pragmatique ou un abolitionnisme on va dire théorique qui serait audible par une cible politique pourrait avoir des victoires, et quel type de victoire est-ce qu'il pourrait amener? Et les abolitionnistes durs vont te dire que c'est pas des victoires, les avancées du welfarisme. Ils vont te dire passer d'une feuille A4 à une feuille A3, c'est peanuts. Et peut-être même que c'est pire parce que du coup, ça donne une licence morale aux gens. Ils mangent de plus en plus de viande et peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. Il y a cette idée aussi que. Et que ça va être trop long. Ça va mettre beaucoup plus de temps. Ça va mettre plus de temps. Plus l'élevage est horrible, plus ça va être facile à abolir, entre guillemets. Alors que si on tend vers un élevage qui est parfait aux yeux des gens, en fait, où ils sont, les poules sont en plein air, elles ont assez à manger, etc. Peut-être que là, ils se diront, ok, c'est bon, on est arrivé à l'élevage parfait, on s'arrête là. Donc pour les abolitionnistes durs, le welfarisme, c'est pas du tout une avancée, parfois même c'est des reculs. Et si je peux citer un exemple, c'est qui est dans le livre de Romain toujours, c'est la loi Grammont qui a interdit les violences faites aux animaux en public. En fait, du coup, toutes les violences se faisaient en privé. Et le fait que les gens ne voient plus ce qui se passe en privé fait qu'il y a des conditions horribles d'abattage et d'élevage, alors que nos arrière-grands-parents qui élevaient leurs poules, ils faisaient probablement moins pire parce qu'ils étaient au contact en fait de cette violence, c'était même eux qui la causaient. Et le fait qu'on ait désensibilisé la population en interdisant la violence dans le public, donc la loi Grammont de 1850, ça a pu potentiellement amener à ce qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui mangent de la viande issue de maltraitance horrible sans se rendre compte du mal qu'ils font. Ouais, mais là, j'ai envie de dire, c'est quand qu'on avance. Parce qu'il faut bien qu'on commence à un moment donné. Et en fait, toute bataille, tu gagnes sur un champ de bataille, tu recules sur un autre. Voilà, c'est compliqué, quoi. On va pas faire pour les personnes qui ont quand même suivi les débats à l'Assemblée et au Sénat, on voit quand même qu'on part de très 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 loin et que on va pas. Je pense que, je comprends pas comment on peut imaginer que du jour au lendemain on aurait une loi qui abolit l'exploitation animale dans son ensemble. Donc, ça me paraît être indispensable de très rapidement mettre un terme aux pratiques les plus cruelles sur lesquelles il y a un consensus de l'opinion publique. Et déjà, on voit qu'il y a un décalage abyssal avec tous les élus, le gouvernement, le Sénat, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut aller très vite là-dessus. Et parce que, il faut aussi voir quand même la réduction de la souffrance. Je pense que c'est ça quand même. C'est ça aussi. C'est qu'on se bat pas uniquement pour une date qui est l'abolition. On se bat pas uniquement pour un nombre d'individus. Pour des idées. Mais également pour la souffrance. Parce que si on était à la place des animaux et qui disent écoutez les amis, là, moi je sais que vous n'allez pas y arriver dans 5 ans, mais si au moins vous pouvez faire qu'on souffre pas le martyre, faites un truc, quoi. Et en même temps, il y a un deuxième argument par rapport à ce que tu disais, c'est que c'est la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'il y a des opinions politiques qui sont plus ou moins acceptées et acceptables dans la société. Et par exemple, on pourrait se dire, l'élevage intensif, c'est une fenêtre d'Overton qui est plus ou moins acceptée dans la société. Sauf que si on arrive à abolir l'élevage intensif, c'est fini en fait. C'est quasiment fini. Après, les gens, ils vont pas. Ça va coûter super cher d'acheter de la viande. Je pense que c'est la stratégie d'L214. Hein. Ils se disent, si on arrête l'élevage intensif, il n'y a plus d'élevage. C'est ça, ça coule direct de source, quoi. À mon avis, il y a deux choses. Déjà, par rapport à la loi Grammont que tu citais, Guillaume, je pense que justement les stratégies welfaristes aujourd'hui, elles vont un peu à l'encontre de ce qu'avait mis en place la loi Grammont. C'est-à-dire que les stratégies welfaristes, elles visent à visibiliser justement ce qui se passe dans les élevages, entre autres, alors à réduire la souffrance, mais aussi à pouvoir montrer ce qui se passe dans les élevages. Alors que la loi Grammont, comme tu disais, c'était vraiment fermer les abus. Voilà, c'est ça, c'était vraiment enfermer la violence derrière les portes closes pour que ça se voit pas et pour que ça ne choque pas les gens. Donc voilà, par rapport à ça, je pense qu'au final, c'est peut-être pas plus mal de montrer quand même, de laisser les lanceurs d'alerte faire leur travail, comme ce dont on parlait tout à l'heure avec Sébastien Arsac. C'est pour des questions pratiques qu'en fait la violence derrière les murs était autorisée, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas aller chercher ça, c'était déjà une avancée majeure, elle a été très compliquée à faire passer cette loi, mais la loi Grammont punissait d'une très faible amende les sévices en public parce qu'en pratique c'était trop dur de le faire en privé. Et c'est venu bien plus tard l'interdiction des violences en privé.
Moi, globalement, je suis d'accord avec les arguments welfaristes, mais je me fais plutôt l'avocat du diable. Ah, mais c'est très intéressant que tu avances comme ça les arguments abolitionnistes. J'ai eu le livre de Francione juste pour ça, quoi, pour voir qu'est-ce qu'ils pensent les gens abolitionnistes. Et par rapport à ce que tu disais, Amandine, je pense qu'il y a une loi, c'est vraiment l'argument clé de Francione. Il y a un seul truc à faire passer, c'est le statut de personne pour les animaux. Et à partir de ça, en fait, du statut de personne, si les animaux ne sont plus des objets, qui sont la propriété d'autres personnes, s'ils sont plus d'une propriété, comme les humains normaux moyens, et toute l'évolution animale s'écroule en fait. Oui, non, mais dans la réalité, il ne va pas y avoir l'Assemblée nationale ou le Sénat qui va dire les animaux sont des personnes. Enfin, il y a des plans qui vont être mis en... Il y a un calendrier, donc c'est quand même, je trouve, beaucoup plus complexe que ça, quoi. Après, Thomas, on va repasser vers toi. Mais après aussi, c'est que les abolitionnistes purs et durs, on va dire, eux, ils croient à un grand soir, en fait. Ils croient qu'on va tous se mobiliser, qu'on va se réunir, même si on n'est pas énormément, qu'on va péter la baraque et qu'on va faire une révolution, en fait. C'est un peu... Ouais. Oui, je sais pas s'il y a des abolitionnistes qui croient au grand soir. C'est un petit peu difficile. Il faudrait qu'il y en ait un représentant là parmi nous pour qu'il nous dise. Je pense que mais ce qui se passe, c'est que je dirais il y a deux types d'abolitionnistes ou même plusieurs. On peut mettre. C'est ceux qui croient que l'abolition peut être dans les années à venir ou disons dans 10-20 ans. Et puis il y a ceux qui pensent que l'abolition ne viendra pas avant 2-3 siècles. Et je pense que ces deux perspectives changent un peu la position qu'on adopte un petit peu dans les débats actuels. Ceux qui pensent que ça ne peut pas venir avant 2-3 siècles, ils vont souvent se satisfaire des petites avancées. Ils vont se dire, voilà, c'est une petite avancée, c'est pas grand-chose, mais sur le chemin de 2-3 siècles, ça nous met dans la bonne direction. Ah non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça, Thomas. Moi, je pense que justement, c'est le fait de procéder par étapes qui fera qu'on va avancer la date de l'abolition. Et je dirais que quand on a une ministre qui dit, par exemple, il n'est plus acceptable aujourd'hui d'emprisonner des animaux sauvages pour le spectacle, je pense que ça change la bataille des idées et l'opinion publique collective, etc. Et que du coup, ça les pousse à se dire, ça, c'est plus acceptable, donc est-ce que ça aussi, c'est acceptable ? Et donc, pour moi, il y a vraiment ce truc, cette notion d'étape qui nous rapproche de l'abolition. Alors, je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, c'est juste quand Amadou disait qu'il y avait des gens qui pensaient au grand soir, je pense pas qu'il y a des gens qui pensent au grand soir, ça je voulais dire. Mais pour répondre aussi à ce que Amadou disait tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut être un abolitionnisme pratique ? Un abolitionnisme pratique, je pense, c'est un abolitionnisme qui donne un peu des clés en main, des façons d'abolir la production de viande. Et qui produit la viande ? Ce sont d'abord les éleveurs. Et je pense qu'on est dans une situation économique où actuellement, beaucoup d'éleveurs qui vont partir à la retraite et quelque part, on propose pas au monde politique, personne ne propose au monde politique que ces nouveaux entrants sur le marché agricole ne soient pas des éleveurs et des agriculteurs, mais qu'ils ne soient que des agriculteurs. Me disais, et là, Thomas, il manque quelque chose. Tu me disais, Thomas, c'est dans 10 ans, il y a 50% des éleveurs qui vont à la retraite, c'est ça ? Partir à la retraite. Ouais. Voilà. Or, quelque part, il faudrait pouvoir montrer que sur un plan économique, il faudrait être force de proposition, se tourner vers des propositions concrètes, que se tourner vers l'animal, c'est pas une bonne solution. Il faudrait montrer, alors il y a quand même par rapport aux chambres d'agriculture, mais même par rapport aussi au plan climat, que si la France veut satisfaire son objectif climat pour 2030 ou 2050, il faudrait lui faire comprendre que bien sûr sa production animale ne va pas dans ce sens-là. Actuellement, les gouvernements ne veulent pas se mettre les éleveurs à dos. Et on comprend très bien pourquoi ils ne veulent pas se mettre les éleveurs à dos. Il y aurait quelque part une proposition abolitionniste qui serait concrète, qui serait étayée, qui serait chiffrée. C'est ça que j'appelle un petit peu un abolitionnisme concret, quoi. Ok, mais alors, moi je te donne un contre-argument, c'est que en même temps, si tu arrives à persuader les nouveaux éleveurs à faire du végétal, mais sauf que s'il y a toujours une demande importante de viande, comment on fait ? Parce que sinon, ça va être de l'importation. Si les consommateurs n'ont pas un changement aussi de vision du monde et de consommation, ok, on n'aura que des agriculteurs non éleveurs, mais on fera de l'importation de produits animaux, quoi. Non, et ça, c'est un problème qui se répète toujours. On a, par exemple, l'Angleterre a interdit la production de foie gras, mais elle n'a pas interdit la consommation de foie gras. Donc, le foie gras, il faut l'importer. Les Britanniques importent le foie gras, mais ils ont interdit la production de foie gras dans leur pays.
bon, on peut quand même considérer que c'est une avancée. Même si on peut toujours consommer du foie gras en Angleterre, et le foie gras n'est plus produit en Angleterre. Et je pense que si on pouvait arriver à faire la même chose en France, ça serait une avancée. D'accord. Donc le problème, effectivement, il y aura toujours la question de l'importation après. Et c'est pareil, on fait après par boule de neige. Après, si la France arrive à faire une bonne mesure pour arrêter la production de tel ou tel produit, après, elle peut aussi agir au niveau européen. Et puis comme ça, on peut espérer que ça a un impact sur d'autres pays. Donc je pense qu'il faut l'argument de l'importation. Juste c'est vrai pour... que Pardon, ouais, excuse-moi. c'est embêtant, mais il ne faut pas que ça soit un obstacle à prendre des mesures fortes. Oui, juste pour rebondir là-dessus, je trouve cette conversation très intéressante. Moi, je voudrais dire deux choses. Premièrement, c'est qu'il faut laisser aucun terrain inoccupé, donc il faut être sur tous les terrains, donc à la fois l'opinion publique, la politique. Là, Thomas parlait un peu des aspects économiques, etc. Et surtout, je pense que soit welfariste, soit abolitionniste, je pense que le plus important pour notre mouvement, c'est de développer une expertise, c'est-à-dire, en effet, d'avoir des propositions qui soient détaillées. Et c'est ce que nous, on va dire, été un peu obligés à faire quand on a travaillé durant les travaux ministériels sur la question des animaux dans les cirques. Et donc, proposer vraiment un calendrier, se dire comment on va en sortir. On a tant d'animaux, on a tant de professionnels, on a cette question, où les mettre, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et donc, c'est vraiment se poser la question de comment faire pour sortir de ces pratiques et de les proposer, et voilà, et avec tout ce qui est subvention, taxation, patati patata. Mais c'est vrai qu'on doit vraiment développer une expertise, parce que dire on veut abolir la viande, on veut en finir avec l'exploitation animale, si on n'a pas de proposition, je dirais que c'est un vrai problème. Donc, je te rejoins, Thomas, là-dessus. Est-ce que des personnes ont encore des choses à dire? Sinon, on va continuer. Là-dessus, simplement sur ce que disait Thomas, sur le fait d'inciter les nouveaux arrivants dans l'agriculture à se diriger vers les filières végétales. Il y a notamment l'Association végétarienne de France qui, pendant les dernières élections régionales, avait mis en place ces mesures-là, avait demandé aux régions qui ont les prérogatives sur la formation justement des futurs éleveurs ou agriculteurs de mettre en place des choses pour inciter les jeunes agriculteurs à se diriger vers les filières végétales. Il y aura peut-être la même chose qui sera faite pour les présidentielles, et puis on voit bien des associations comme la tienne, Amandine, comme Paz, qui font ce type d'action du côté, plus du côté loisirs, etc., pour que justement des choses soient mises en place pour inciter les gens et les politiques à aller vers de l'abolition. Ok, moi ce que je dirais en conclusion, c'est que pour moi, en tout cas, c'est que mon point de vue, il ne peut pas y avoir d'abolitionnistes sans welfaristes. On a besoin des deux. Les welfaristes ont besoin des abolitionnistes parce qu'ils décalent, entre guillemets, la normalité. Plus on est radicaux, plus les moins radicaux deviennent normaux. Et en même temps, les abolitionnistes ont besoin des welfaristes parce qu'ils permettent de s'engouffrer et faire des changements, de faire effriter le spécisme, l'exploitation petit à petit. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que ces deux camps, on va dire, se parlent. Parce que là, dans la cause, on se tape dessus. Et donc, moi, ce que j'invite les unes et les uns, c'est à discuter. Et même, moi, j'invite tous les radicaux et tous les welfaristes à venir et on fait quelque chose de concret ensemble, quoi. C'est ça, parce que... Oui, et surtout ne pas oublier qu'on a un objectif qui est de lutter contre la souffrance animale. Et donc, je préfère qu'on tape sur le camp d'en face que sur nous-mêmes. Parce que là, on est en train de se taper entre nous. Et je rappelle aussi, je dirais, moi, c'est mon dernier mot, c'est un mot que j'aimerais de plus en plus développer, un peu d'humilité. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui marche, ce qui ne marche pas. On est là, on dirait qu'on a la vérité, que l'un il a la vérité, que l'une elle a la vérité. Un peu d'humilité. En plus, des fois, c'est des personnes, c'est pas méchant, c'est pas parce qu'on a 10 ans qu'on est plus légitime. Et des fois, j'ai l'impression que c'est des personnes, elles viennent d'arriver, elles vous expliquent la vie. Donc, de l'humilité, de la coopération, voilà. Bon, oui, moi, et juste pour rebondir là-dessus, moi, je voudrais juste dire que vraiment, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui osent, qui tentent des choses, qui essayent. Parce que voilà, il y en a qui font rien, il y en a qui osent, et je pense que c'est ça qui fait la différence, et que tant que les personnes osent, c'est aller dans la bonne direction. Ouais, même que ça soit dans un sens ou dans un autre. Et c'est vrai que aussi, rappelons-le, il y a des personnes qui sont allées en prison, qui iront en prison. Il y aura des personnes qui vont mourir. Un système d'exploitation comme ça, on ne pourra pas l'abolir sans de profonds changements forts. Donc toutes les personnes qui prendront des positions fortes pour permettre aux autres de passer, moi, je les salue d'avance s'ils ne sont pas encore là. Et voilà. Est-ce que vous avez... Thomas, un petit dernier mot ou pas ? Non, c'est bon. Tout a été résumé. Très bien. Très bien. Alors, les amis, on va passer à nos deuxièmes actus. Donc, c'est les deuxièmes actus du mois. J'ai des actus avant toi, Astrid. Les actus, c'est qu'on nous a envoyé des courriers. Donc, je
vais les regarder tout de suite. Le courrier du cœur. Le courrier, vous imaginez, on a le droit à des courriers. Donc là, on a reçu un livre, Parole animale. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui voudrait le prendre et puis nous dire de quoi ça parle? Allez, Allez, les Marie-James. petits, ça devrait être faisable. Yes. Bien, ouais. J'ouvre l'autre. Il y a des images. Tac. Ah oui, alors ça, il y a un film en ce moment, Les animaux anonymes. Je vous invite à aller le voir. On est allé le voir avec Willy, nous. Et on a pu intervenir un tout petit peu. Et sans doute, on aura une date où on interviendra dans un ciné. Ouais. Parce que je crois qu'il n'est pas très diffusé. Hein. Non, il n'est pas trop Voire, diffusé. pas beaucoup. Et alors, allez, un petit dernier. Tac. Oula! Là, faudra cutter, hein. Faudra cutter, là. Wow. Ouais, je te jure. Il y a quelqu'un qui a un ciseau? Là, il faut un cutter. Quelqu'un a une hache. Je croyais que tu les avais déjà prêts. Là, vas-y. Non, mais j'aurais dû, ouais. Ah ouais, Anthrax. C'est Noël au JCA. Voilà, on a cuté, on est revenu. Donc, ah ouais! Alors là, il y a un bouquin. Tac. Waouh! Voilà, humour vegan de c'est Bruno Blum. Ah oui. Ah, je me disais bien, les t-shirts, ils y ressemblaient. Ouais, Ah, c'est sympa. quelqu'un le veut? Ouais, je suis chaud. Allez, cadeau, mon ami. Merci bien. Bon, et il y a ah ouais, j'ai un t-shirt. Ah, je suis fan de ces Bon, t-shirts. attendez, je reviens. Regardez le t-shirt. Mais Qu'est-ce c'est qui est Bruno écrit? Blum qui fait Qu'est-ce le qui est écrit? Ouais, c'est lui. Alors, c'est lui. comment égorger un veau vite fait? Buvez du lait. Ah ouais, Voilà. ouais, bah c'est vrai. Des C'est messages pas faux. forts toujours. Hein. Yes. Il y a quelqu'un qui l'avait chez Balance ton poste. Non, c'était moi j'avais l'écologie non végane, c'est comme tuer pour faire la paix. Mais c'est le même genre. C'est le même genre, c'est Bloom aussi, ouais. c'est bon. Bon, je reviens vers toi, Astrid. Oui. Dis-moi alors, quel est ton actu? Il nous en reste 3, on va faire vite, s'il vous plaît. Alors, vous savez probablement tous et toutes autour de la table que la solidarité envers les humains, c'est quelque chose de très important, mais malheureusement, elle se fait souvent au détriment des animaux et de la planète quand il s'agit de donner à manger aux personnes dans le besoin. Souvent, les distributions de repas solidaires se font avec de la viande, du poisson, etc. Donc, il y a une initiative qui s'appelle Solidarité Veggie Resto qui a été mise en place par Oumi qui travaillait auparavant justement dans la solidarité envers les humains. Et il s'agit de collecter des repas auprès de restaurateurs. Donc ce sont uniquement des repas végétaliens auprès de partenaires comme l'Embuscade, Land & Monkeys ou encore Body Vegan, mais il y en a aussi bien d'autres. Les repas fournis sont des dons de la part des restaurants sans aucune contrepartie financière et ils sont ensuite distribués à des mineurs isolés. Pour l'instant, ça se passe uniquement dans Paris et donc si vous voulez aider, pour l'instant, c'est pas, il n'y a pas besoin de contrepartie financière puisque tout est donné par les restaurateurs. Par contre, si vous êtes à Paris, vous pouvez aider sur la logistique pour les distributions et pour transporter les repas jusqu'au point de collecte et de distribution. La prochaine distribution aura lieu le 30 octobre et vous pouvez vous renseigner et contacter Solidarité Veggie Resto sur Instagram. Super. Bon, je pense qu'ils donneront pas du dauphin à manger. Non, aucune chance. D'accord. Et toi, Marie-James, parce que tu sais qu'ils vendent du dauphin au Japon. Ouais. Bah oui. Et donc là, t'as un sujet sur ça. Oui, je voulais revenir sur le massacre de plus de 1400 dauphins le 12 septembre dernier. Chaque année, c'est pareil. Donc, ils ont été abattus au cours d'une seule journée dans les îles Féroé. C'est un archipel autonome danois, donc au nord de l'Écosse, en plein Atlantique. Donc cette fois, ils ont vraiment battu le record. 1428 dauphins. C'est la plus grande chasse aux cétacés enregistrée dans le monde en un seul jour. Voilà. Donc les images ont été diffusées par Sea Shepherd, donc ça a créé une polémique, un tollé. Les gens sont de plus en plus sensibles, heureusement. Faut savoir que le gouvernement local soutient cette chasse comme une tradition millénaire, ancestrale, etc. Et en fait, ils distribuent la viande à la population locale. Viande, ils savent très bien qu'elle est contaminée au mercure, mais ça leur pose pas trop de soucis, ils continuent. Voilà. Donc, face au tollé international, le gouvernement local a décidé 2 jours après d'évaluer la régulation de cette chasse aux dauphins blancs, parce qu'il faut savoir que les années d'avant, c'est plutôt des dauphins noirs. Cette année, ils ont changé de stratégie, mais en gros, ils sont pas prêts d'arrêter, et chaque année, c'est un massacre. Ok, bon, j'espère qu'ils classeront jamais les dauphins comme nuisibles. On se battra pour les sortir. Hein. Voilà. Et toi, alors, avec l'ASPAS, il y a eu une victoire sur les... Ouais, exactement. Ouais, suite à un très gros travail de l'ASPAS, donc du service juridique et notamment de la présence dans les commissions de chasse et de faune sauvage. Donc voilà, en amenant énormément de preuves, le Conseil d'État a tranché
et donc a sorti plusieurs espèces de cette liste vraiment horrible de nuisibles. Et notamment, on peut revenir sur certains, comme le fait que le putois, qui est une espèce en déclin, soit enfin retiré des 2 derniers départements dans lesquels il était encore chassable. Le renard n'est plus considéré comme nuisible dans plusieurs départements, notamment l'Essonne, l'Oise, les Yvelines et les Vosges. On peut aussi dire que donc on a réussi à sortir donc des animaux nuisibles, donc la pie bavarde et les tourneaux de certains départements. Et pour finir, voilà, la réhabilitation de la martre est enclenchée dans les Hauts-Pyrénées et dans la Moselle. Donc voilà, de très belles nouvelles. Bon, on espère qu'un jour le renard ne sera plus un nuisible. Dans toute la France, exactement, ouais, sur tout le territoire. Ouais. Et en tout cas, c'est pas par les grands groupes de la mode, parce que un grand groupe de la mode n'utilise plus de renard, même n'utilise plus de fourrure. Plus de fourrure animale, en effet. Le groupe de luxe Kering met fin à la fourrure animale dans toutes ses collections. Saint-Laurent et Brioni, les 2 dernières marques du groupe à utiliser de la fourrure, y renonceront à compter de l'automne 2022. Le 10 mars dernier, l'association PETA avait manifesté devant la boutique Saint-Laurent de l'avenue Montaigne à Paris, après les protestations exprimées sur les réseaux sociaux à propos d'une publicité où le mannequin Kate Moss posait dans une veste en renard. Une pétition de PETA demandait à Saint-Laurent et Brioni de rejoindre les centaines d'autres créateurs et enseignes qui refusent désormais de vendre des vêtements ou accessoires en fourrure. En effet, face aux pressions d'associations de protection des animaux et aux considérations éthiques d'une part croissante des consommateurs, de nombreuses marques comme Chanel, Armani, Burberry, Gucci, Prada ou encore Versace ont renoncé ces dernières années à la fourrure animale. Même la marque Canada Goose a annoncé en juin dernier qu'elle cessera d'en fabriquer d'ici fin 2022. Les associations appellent désormais LVMH, le numéro 1 mondial du luxe qui possède notamment les marques Louis Vuitton, Givenchy et Christian Dior, à suivre la tendance. Yes. Bon, MJ, je te laisse la dernière actu. On ne pourra pas faire les autres. C'était sur la corrida à Béziers. Oui. En fait, en ce moment, il y a des actions de callback anti-corrida. Parce qu'en partenariat avec la Fédération des clubs taurins bitérois, les centres de loisirs, donc la municipalité, organisent des visites du musée taurin, des arènes et une journée aussi dans les lieux d'élevage où on voit les taureaux qui seront destinés à la corrida. Donc en fait, l'objectif est clairement revendiqué. Il s'agit d'initier les enfants des centres de loisirs à la tauromachie. Donc souvent les parents reçoivent les programmes, ils les lisent pas forcément, donc ils signent, enfin ils savent pas pourquoi ils engagent la sortie des enfants, etc. Donc il y a toute une série d'actions. Le 22 septembre, la mairie a annulé au dernier moment une sortie. Maintenant, les parents doivent signer une autorisation pour ces sorties-là. Donc Callback Anti-Corrida continue ses actions. Il va y en avoir notamment le 1er et le 6 octobre. Voilà. Non, super. Et alors, à Nîmes ? Oui, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à Nîmes le 18 septembre dernier. On ne les oublie pas. Voilà, il y a une manifestation organisée par Nathalie Valentin, donc toujours contre la corrida. Il y avait environ 200 militants. Il y en a 4 qui ont été malmenés par les forces de l'ordre et qui ont écopé de prison avec sursis et de fortes amendes. Donc, il y a une cagnotte qui est mise en place. On vous mettra le lien dans le descriptif. En gros, avec les frais d'avocat et les amendes, ça revient à peu près à 3 000 €. Et une dernière précision, cette manif était déclarée. Et quand cette manif est déclarée, Nathalie Valentin nous précise qu'en fait, il n'y a aucun relais dans les médias. La presse n'en a pas du tout parlé. Alors que quand elle a fait la même action, je crois en 2018, donc c'était pas déclaré. Là, les médias s'en sont emparés, mais par contre, elle a quand même reçu des amendes vu que c'était pas déclaré. On pense à elle aussi, ouais. Voilà. Allez Mathilde, vas-y, parle-nous des universités berlinoises. Et une dernière actu qui m'a fait très plaisir, c'est que les universités berlinoises vont supprimer 96% de la viande des menus de leurs restaurants universitaires. À la demande des étudiants, les restaurants universitaires de Berlin rayent quasiment la viande de leur carte. Pour la rentrée, 68% des plats seront véganes, 28% végétariens et seulement 4% contiendront de la viande ou du poisson. Un nouveau concept développé en grande partie parce que les étudiants ont demandé que les menus des cantines soient plus respectueux du climat et du bien-être animal. Cela concerne plus de 170 000 étudiants, soit environ 7,3 millions de repas. Il est intéressant de noter qu'en 2013, une proposition similaire émanant des écologistes avait fait polémique. Ils avaient proposé d'introduire un jour sans viande dans toutes les cantines du pays, ce qui a déclenché une vague de protestations et précipité leur défaite électorale. La présidente des restaurants universitaires de Berlin, Petra May-Hartung, a fait une remarque très juste sur laquelle je vous laisse méditer. Elle a dit que le besoin de changement chez les jeunes universitaires
universitaires précèdent souvent ceux de la société tout entière. Magnifique. Yes. Oui, et d'ailleurs, on a envoyé cette nouvelle à Anne Hidalgo pour que Paris suive l'exemple de Berlin. Je rappelle que donc, la ville de Paris va signer des nouvelles conventions avec le Crous. Et donc, on demande que dans ces conventions, donc subventionnées par la ville de Paris, le Crous mette en place une vraie stratégie. Donc, on a fait des propositions pour augmenter la consommation des repas végétariens pour tous les étudiantes et étudiants à Paris. Donc, à suivre de près parce que ça sera au Conseil de Paris prochainement. Super. Bon, maintenant les amis, on va vous proposer tous les événements qui vont venir au cours du mois, présentés par Willy. Alors, je vais vous présenter les événements dans ce JT5. Donc alors, vendredi 8 octobre, il y aura la sortie d'un reportage qui sera visible en live sur l'action de Rodilland il y a maintenant 10 ans. Un rassemblement pour la fin de l'exploitation des micro-SEB sera organisé par One Voice à Paris samedi 9 octobre. Le même jour, un happening anti-corrida à Arles se déroulera de 9h30 à 12h30. Toujours le 9 octobre, la conférence de Jean-Pierre Marguenot, spécialiste du droit animalier, s'exprimera pour la protection juridique des animaux d'élevage. Le même jour, un cube de la vérité aura lieu à Nice de 16h à 19h et à Lille de 14 à 17h. Ensuite, mercredi 13 octobre, il y aura les rencontres de Vegan Impact et rendez-vous dans le magasin d'un monde vegan. Et on salue un monde vegan qui est notre partenaire. Et vous aurez le droit... Oh là là, là, on a failli oublier là. Non, là, c'est pas possible. On est en pleine actualité. Mais non, c'est bon. Et c'est pas grave. Et vous aurez le droit à un panier et vous pourrez faire des stories. Voilà. Donc qui voudra. Un petit panier, voilà, avec Génial. les stories et tout ça Super. qui seront. Alors ensuite, samedi 16 octobre, de 9h à 20h, une journée éthique animale sur l'alimentation végétale aura lieu à Chambéry. Il y aura plein de conférences et un défi de pâtisserie. Ensuite, le même jour, une action de L214 pour les poulets se déroulera à Toulouse. Pour avoir les infos, il faut faire partie du groupe L214 Toulouse, ou sinon rendez-vous directement au métro Jean Jaurès là-bas. Ensuite, mercredi 20 octobre, un happening anti-corrida nommé Corrida Abolition se passera sur Paris, place Pierre Dux. Samedi 23 octobre, il y aura une conférence ludique de Sébastien Moreau sur les cognitions des animaux de ferme et ça se passe à Tours. Samedi 30 octobre, un happening de 269 Life à Amiens nommé Pour les animaux, Halloween, c'est tous les jours. Et enfin, pour finir, dimanche 31 octobre, un happening réunissant 269 Life et AV qui s'appellera Halloween, fiction ou réalité. Yes. Voilà. Merci Willy. Donc on finit ce JT en remerciant toute l'équipe technique, Willen, Herman à la réalisation, Philibert au son, Swen à la caméra et toutes et celles qui nous aident, notamment Rudy Patel qui nous met des coms sur tout ce dont on parle. Donc on vous salue, on vous remercie à tous et à toutes parce que sans vous, il n'y aurait pas de JT. Et on vous dit au mois prochain. Ciao, ciao. Allez, les ciao amis. à tous. Ciao. Ciao.